Bon, ce qu'il faut d'abord dire par la mesure prise par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de la gratuité de l'enseignement de base, c'est une mesure vertueuse. Parce que vous savez, le président a eu accès à sa gouvernance sur le capital humain. Donc il était impérieux à ce que l'homme congolais, sur qui il devrait s'appuyer pour le présent et pour l'avenir, puisse être suffisamment éduqué. Et il faut le dire, l'ensemble ou le gros des problèmes que nous avons dans notre pays a comme socle l'ignorance. Et cette ignorance se justifie par le manque d'éducation de base. Donc nous avons salué cette mesure-là parce qu'on ne peut pas concevoir un État qui voudrait exister dans le concert des nations, un État qui voudrait être demain présent dans l'échiquier mondial si cet État ne peut pas inverser la courbe de l'analphabétisation. Donc, pour avoir décidé de répondre à la volonté du constituant qui veut que les enfants étudient gratuitement, nous pensons que c'est une mesure dont il faut encourager. Il est certes vrai que c'est un début, ça va certainement rencontrer des difficultés, mais c'est aussi ça gouverner, savoir enjamber les difficultés, prendre la question, prendre le taureau par les cornes, afin de pouvoir éventuellement résoudre certaines difficultés. Notamment, avec cette gratuité, on aura un enseignement de qualité? Oui, cette question se pose effectivement avec acuité. Mais il faut d'abord dire que le gouvernement est en train de consentir beaucoup d'efforts. Parce que ce qui est prioritaire ici, c'est d'abord répondre à cette obligation-là. Mais maintenant, est-ce que nous aurons droit à un enseignement de qualité? D'après ce que nous avons appris, le gouvernement a aligné, a amélioré les salaires des enseignants à plus ou moins $250 à tout casser. Bien qu'ils n'ont pas encore touché ça. Oui, ben, effectivement, ce sont des engagements que le gouvernement a pris et ensemble avec les représentants de parents et les enseignants, tout le monde s'est mis d'accord sur ces faits. Et le gouvernement, de ce point de vue, devra faire de tout son mieux et être sérieux sur la question pour que la promesse du chef de l'État soit véritablement une réalité. Mais sur la qualité, comme vous êtes en train de dire, il est certes vrai que maintenant, là, on va assister par exemple à ce que les effectifs des classes soient plus ou moins pléthoriques. Ça peut agir, mais tout cela doit amener l'élite congolaise, le politique congolais à voir comment améliorer la situation. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tous les enfants ont droit à l'éducation de base. Donc, ça peut, au début, ça peut agir plus ou moins sur la qualité, mais après un certain temps, cette question sera résolue parce que le gouvernement va épingler les difficultés et éventuellement apporter des solutions. D'ailleurs, en ce qui concerne, pour avoir un enseignement de qualité, il faut que l'enseignant soit bien rémunéré. Alors, sur ce point, on va évoluer par palier. Et le plancher, c'est 250 et petit à petit, on va monter. Et cela va permettre à ce que les enseignants, et c'est en cela que nous attirons leur attention. Il est certes vrai qu'il y avait des enseignants qui avaient droit à $600, particulièrement dans les écoles conventionnées catholiques, à cause des subventions que donnait le parent. Fatalement, ils vont se rendre compte que leur revenu est quasiment amputé de moitié. Alors, il faut qu'un travail de sensibilisation, de moralisation soit fait à l'endroit de ses compatriotes. Mais ce travail ne peut avoir de l'efficacité que si ils voient qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir supporter les efforts de mettre le pays sur le rail. Donc si les autres secteurs, je parle ici particulièrement des institutions de la République, dont les animateurs sont souvent le mieux lotis, si eux également on peut sensiblement baisser dans ce qu'eux gagnent, pour faire comprendre à tout le monde que nous voulons mettre le pays sur le rail, bien faire les choses, et tout le monde doit endosser le prix de l'amélioration définitive et le décollage du pays, je pense qu'en ce moment-là, les gens peuvent se serrer la ceinture. Mais si nous continuons comme ça a toujours été autrefois, où lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt collectif, il n'y a pas d'argent, mais alors même que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argent roulent carrosse, ils vivent bien, et dans l'opulence, vous voyez, ça c'est ce qui crée les frustrations. Et de ce point de vue, je crois que le président Félix, comme il est tenancier du peuple d'abord, il ne lésinera pas pour pouvoir apaiser les uns les autres à ce sujet. Parce que vous parlez du président Félix, il est dans une tournée euro-américaine. Il y a certaines personnes qui disent que ce sont des tournées de plus. Et que pensez-vous de cette tournée? Est-ce qu'aujourd'hui la RDC peut attendre
des résultats après ce voyage en Belgique et aux États-Unis où il est en ce moment? Oui, je vais partir par un exemple bénin. Hein. Nous vivons au Congo. Entre un papa qui reste à la maison et celui qui sort dans les ménages du Congo, quel est le papa qui revient avec les sachets? Alors, c'est dire quoi? C'est dire que le président de la République, ces voyages qu'il est en train de faire, ce ne sont pas des voyages de villégiature. C'est effectivement des voyages, vous savez qu'il fallait arriver à attirer les investisseurs, redonner la confiance aux investisseurs à notre pays. Donc il était impérieux que le président soit à l'avant-plan du point de vue diplomatique. Et je peux vous assurer que le voyage que le président effectue, ça porte des victoires incalculables pour la République. Très récemment, quand il est allé pour le sommet en Ouganda, lors du conflit le Rwanda, l'Ouganda, dans le conflit entre le Rwanda et l'Ouganda, dont le Congo avait servi de médiation. Cela a abouti, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle un mémorandum de paix. Alors, imaginez-vous, dans ce mémorandum, il a été décidé que chacun des États partis ne peut pas permettre que sous son sol, qu'il y ait des bases arrières pour déstabiliser les États voisins. Lorsque l'on sait avec pertinence que c'est souvent nous, dont les autres pays, les rébellions ont comme base arrière d'autres pays. Donc c'est quand même une très grande victoire. Et autre chose, ce n'est pas en vain, vous avez constaté que ces voyages ont suscité un engouement de la part de nos compatriotes de la diaspora. Donc les gens se sont agglutinés parce qu'ils ont vu qu'il y a des signes avant-coureurs qu'effectivement, le président Félix, non seulement il veut changer les choses, mais il est détenteur d'un mode d'emploi qui peut amener ce pays à pouvoir décoller. Donc ceux qui estiment que ces voyages, je pense que c'est de bonnes guerres, c'est de mauvaise foi. Mais nous qui vivons à la cité, je peux vous assurer que le discours est en train de changer. Les gens comprennent bien sûr que ces voyages-là, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Il va falloir parfois avoir des moyens. Et les moyens, si on ne les a pas à l'interne, on peut espérer les négocier à l'externe. Donc, voilà entre autres. Bill Gates, nous le savons, c'est quelqu'un qui est très fort dans des actions philanthropiques. Est-ce que rencontrer un tel monsieur et que le président de la République en personne ait le privilège de lui faire, admettons-le, un plaidoyer sur la gratuité de l'enseignement de base, ne pensez-vous pas qu'il peut mettre la main à la poche? Donc, moi je me réjouis de toutes ces pérégrinations auxquelles se livrent les chefs de l'État, parce que ça va dans l'intérêt du Congolais. Par rapport aux infrastructures, je crois que ça, c'était quelque chose de génial. Personnellement, j'ai suivi les gens qui habitent de l'autre côté de Saute-Mouton vers Pompage là-bas. Vous pouvez vous rendre compte que, et c'est le DG de l'OVD qui l'avait dit, donc il y avait des gens qui devaient quitter leur maison à 5 heures pour avoir la possibilité d'être déjà en ville en 6 heures. Alors, vous comprenez que maintenant que le Saute-Mouton sera là, les gens peuvent faire l'économie de l'énergie, l'économie du temps. Donc, en termes de développement, on ne les dira jamais assez. Donc, ce sont des réalisations. Et je voudrais également dire, et c'est en cela que vous nous voyez suer haut et sang pour soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est parce que finalement, nous nous rendons compte qu'on n'est pas dans la prestidigitation du verbe, on n'est pas dans l'académisme. Cadre macroéconomique, c'est qui du tout n'est pas mauvais, le taux de change, croissance, mais on est dans le pragmatisme. Il y a la route de Bokassa n'est pas opérationnelle, on répare la route. C'est ce que les Congolais veulent voir. Les Congolais ne veulent plus des mots pompeux qui du reste doivent être dégonflés, ne veulent plus être impressionnés. Les Congolais veulent du concret. Et sur ce point précisément, son Excellence le Président de la République l'avait dit, je suis là pour répondre aux questions, pour donner des solutions aux questions que posent les Congolais. Les Congolais ont des problèmes de santé, je vais répondre à ça. Donc, il est là pour une thérapie de choc. Il n'est pas venu pour résoudre la question 1 + 1 = 2. Non, nous sommes en queue de peloton et il faut avancer. Et voilà ce que nous pouvons dire. Donc, les Saute-Mouton, les infrastructures, on ne les dira jamais assez, c'est au bénéfice de la communauté, donc nous nous en réjouissons. Mon mot de la fin, c'est simplement d'appeler, d'attirer une fois de plus nos compatriotes, de s'inspirer de l'engouement que nos compatriotes de l'étranger, que nous appelons particulièrement la diaspora, comment est-ce qu'ils sont en train de démontrer l'espoir qu'ils mettent à la personne du chef de l'État. Comment est-ce qu'ils veulent le soutenir? Et que nous, ici à l'interne, nous devons également nous inspirer de cela. S'il est vrai que nous avons vécu par leurs subsides, ils nous envoyaient de l'argent pendant longtemps, admettons aussi que nous puissions encore suivre cet exemple qui vient d'eux, afin de continuer, afin de pouvoir éventuellement soutenir les chefs de l'État.
Voilà un peu ce que je peux dire comme mot de la fin dans le cadre de notre émission de ce jour. L'enseignement primaire et secondaire serait obligatoire. Obligatoire. Ce qui fait que le concept qui a une connotation en RDC de la gratuité de l'enseignement peut se matérialiser si et seulement si l'enseignement serait obligatoire. Et pour que l'enseignement se matérialise en RDC dans son obligation, il est impérieux d'avoir un recensement des Congolais comme citoyens et fils majeurs. C'est sur base d'un recensement sérieux que nous aurons l'obligation et la prévision des nombres exacts des enfants qui vont participer à l'école primaire. Et sur base de ce nombre des enfants, nous allons construire des écoles conformément aux enfants identifiés par l'État. Ça, c'est d'une manière futuriste et d'une manière rationnelle pour un État qui veut d'abord son émergence. Parce que l'émergence, c'est réduire l'indice de la pauvreté qui va aller de 1000 $ par habitant. Et pour une projection pareille, nécessite les mécanismes organisationnels d'un État sérieux pour aller vers le développement. Et donc la gratuité, nous l'acceptons. Mais à l'ère actuelle, pour paraphraser le président de la République et chef de l'État, ça serait progressif. Et donc les parents qui ont envoyé les enfants à l'école, nous les encourageons. Et il y a un pas que les parents vont faire, mais la grande partie le pas serait pour l'État. Les pas que les parents vont faire, c'est lequel? Naturellement, ils ont l'obligation d'emmener les enfants congolais vers les écoles de l'État congolais. Mais sur le plan pratique, l'échantillon des enfants qui vont à l'école par rapport aux établissements publics de l'État congolais pour réaliser la gratuité serait incompatible. Le chiffre peut être à 10%. Par rapport au tâtonnement, parce que tous nos chiffres présentés sur base de l'État seraient du tâtonnement, parce qu'il n'y a pas eu recensement général de la population pour avoir le nombre exact et le chiffre exact et les statistiques exactes. Alors, si nous voulons améliorer ce secteur, il y a lieu d'améliorer la vie publique globale dans un recensement sérieux, avec une projection des sociétés sérieuses. D'une manière aussi rationnelle, nous procédons par essai-erreur. Ce qui fait que nous emmagasinons ce que nous avons fait en termes de tâtonnement. Mais d'une manière rationnelle, pour que l'enseignement puisse être obligatoire à tous les enfants. D'ailleurs, vous n'allez pas retrouver les enfants dans des rues parce qu'on va les arrêter. Pourquoi tu n'étudies pas? Parce que l'État congolais amène tout le monde vers l'école et l'État congolais n'a pas prévu les mécanismes auxquels ces enfants seront insérés, rééduqués et formés. Il y a un problème à ce niveau-là d'organisation. Donc, le recensement fait déjà à un peuple une projection. Nous aurons l'idée de tous les enfants de 0 à 12 ans. Et comme un État sérieux, nous allons planifier les écoles, chaque province, chaque territoire, pour contenir ces enfants. Mais dans le cas où nous n'avons pas fait, et que nous sommes dans ce tâtonnement,
de probabilité, parce que les statistiques ne sont pas conformes sur base de quelque chose du sérieux, donc du fondamental. Nous n'en avons pas effectué, ce qui fait que nous gérons l'intermédiaire qui existe entre ce que nous avons présenté. Alors, la gratuité va poser un problème à ce sens-là. Alors, progressivement, l'État va avoir des mécanismes de financement, parce que ici, le ministre Bakonga, le ministre d'État Bakonga, va au niveau institutionnel de son grand département orienter la chose, mais chaque gouverneur de province, parce que l'enseignement primaire et secondaire serait l'apanage du gouvernement provincial par rapport à la décentralisation, et chaque gouverneur a l'idée rationnelle des élèves de sa province et de participer par rapport à l'édit de l'Assemblée provinciale pour essayer de matérialiser cette vision de la gratuité du chef de l'État dans sa mise en œuvre dans chaque province. Nous devons commencer à avoir l'idée de nombre de Congolais. Recensons les Congolais pour faire la projection du Congo. Je crois que le gouvernement Ilunkamba, s'ils intègrent le recensement comme priorité socle de base du développement de la RDC, nous allons dire que nous sommes sérieux et engageons-nous vers le lent, vers l'émergence, et puis on va atteindre le développement. Ça fait longtemps que nous avons souhaité la coopération multilatérale avec la Belgique, avec le Fonds monétaire international, avec tous les partenaires, les Américains, les Hollandais, les Chinois. Ce qui est fait que c'est un pas à louer pour le président de la République. Il a touché la Belgique, le cœur de l'Union européenne. Là d'ailleurs, le poumon d'ailleurs de grandes orientations. Et nous partageons une histoire aussi complexe, dont il y a trop de contentieux belgo-congolaises, dont les acteurs encore qui ont participé sont vivants. Et là, ça nécessite une sagesse de ceux qui sont à la présidence de la République pour peaufiner des stratégies, pour essayer de relancer, de contourner ce qui nous était difficile dans les années passées. Qu'est-ce qui va faire l'harmonie? Vous savez, Israël et Palestine, ils négocient chaque jour. Nous pouvons négocier avec la Belgique et d'autres partenaires pour essayer un peu de contourner l'hégémonie mondiale. Ce qui fait que nous saluons, mais qu'il y ait des choses effectives, donc matérielles, que cette coopération puisse être de gagnant-gagnant. Mais ça dépend de la nature des gens qui composent le cahier de charge de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais qui est ce qu'il a dit là, il faut créer des millionnaires congolais. Pour que, quand on a des millionnaires congolais, Monsieur Lokaka c'est un fermier, et qu'il a les atouts pour produire tout en RDC, il accompagne pour moderniser les fermes, l'élevage en termes modernes pour qu'on ait des supermarchés. Ça c'est une vision futuriste dans les années à venir pour installer des supermarchés. À ce moment-là, il accompagne dans sa vision pour que nous ayons un État sérieux. Le mot de la fin, c'est le développement et l'industrialisation de la RDC. L'industrialisation de la RDC et son développement va uniquement se faire sur cette approche démographique, économique démographique du recensement des Congolais, que le Congolais ait la carte d'identité et que nous faisions notre projection, parce qu'avec le recensement, nous allons regrouper le parc agro-industriel, nous allons regrouper les scientifiques à des parcs technologiques et scientifiques, nous allons regrouper les commerçants dans de chambres de commerce et de centres d'affaires. Et donc sur base de ce tout-là, le Congolais, au moins chacun aura un numéro d'identification. Le problème que nous avons, votre numéro d'identification, c'est-à-dire Monsieur Mutombo, son numéro c'est 0425 30. Le 0425 30 va relier sa parcelle qui est à Bibo. Le 0421 30 va relier sa voiture Toyota. Le 0420 30 va relier sa compte banque. C'est-à-dire ce numéro-là est
très très utile et important à chaque Congolais pour essayer de contrôler, même ça ne va pas échapper le fisc. Parce qu'au moins, DGI serait que M. Mutombo n'a pas payé son impôt comme individu congolais. Et donc, le recensement et l'octroi des cartes d'identité fait partie des piliers auxquels les gens normaux et sérieux vont se reposer en RDC. La gratuité de l'enseignement, je pense que c'est une bonne chose, dans la mesure où cette gratuité est voulue par la Constitution de la République. Aujourd'hui, en tant que citoyen politique, citoyen congolais, en tant qu'acteur politique, nous ne devons que saluer cette mesure et au-delà de saluer, d'appeler les différents intervenants dans les systèmes éducatifs congolais à s'impliquer de sorte à ce que cette gratuité soit une effectivité en République démocratique du Congo. Ici, je vois les parents, les enseignants, les autorités de la République qui ont pris cette décision. Je vois les élèves eux-mêmes qui doivent pouvoir s'impliquer de manière à fournir des résultats dont on attend d'eux, les parents qui doivent envoyer les enfants à l'école, les enseignants qui doivent garantir la qualité de l'enseignement, la qualité de l'éducation à travers finalement cette gratuité, et le gouvernement de la République qui doit assurer et s'assurer de pouvoir, mais de manière permanente et régulière, subvenir aux besoins des enseignants en vue justement de pouvoir faire en sorte que la motivation soit là dans les chefs des enseignants en vue de garantir, comme je le disais tout à l'heure, la qualité de l'enseignement. À Kolosi et dans la province du Lualaba, la gratuité de l'enseignement est une réalité, c'est effectif, d'autant plus que le Lualaba ne devrait pas être soustrait de la République démocratique du Congo si cette mesure est une mesure prise sur l'ensemble du territoire national, et donc les Lualaba ne devraient pas faire exception de cette mesure qui est d'abord constitutionnelle et aujourd'hui par le président de la République actuel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc au Lualaba, la gratuité de l'enseignement est une réalité et le gouverneur des provinces, son Excellence Richard Muyej Manguez-Mons, n'aménage aucun effort pour s'assurer que la province puisse, tant soit peu, subvenir aux besoins aussi bien des élèves finalistes que à certaines primes dues aux enseignants du secteur public pour s'assurer justement de la qualité de l'enseignement. Que vous savez que le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej Manguez-Mons, et c'est lui qui, à l'époque, quand il était ministre de l'Intérieur, qui s'était battu justement pour, avec la loi sur la décentralisation, bien entendu, avec la coordination, les coachings du président honoraire, son Excellence Joseph Kabila, et il a fait aboutir ces projets. Aujourd'hui que lui-même se retrouve être gouverneur d'une des provinces de la République, il ne devrait pas faire autrement que de travailler pour montrer qu'effectivement la décentralisation, elle était utile. La décentralisation, elle était utile pour la République démocratique du Congo. Et vous savez que un des objectifs de la décentralisation, c'est rapprocher les dirigeants aux dirigés. C'est de rapprocher les administrants aux administrés. C'est de faire en sorte que la décision soit rapide. Et donc, quand Richard Muyej arrive au Lualaba, il y a en fin 2015, les questions ont été posées de manière claire par la population. Et ces questions, c'était les routes, les hôpitaux, les écoles, et ainsi de suite. Et donc, dans ce domaine-là, les infrastructures ont commencé à voir les jours dans la province du Lualaba. Aussi bien que ceux qui ont connu le Lualaba en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, peuvent se rendre à l'évidence qu'au jour où nous parlons, en septembre 2019, le Lualaba d'aujourd'hui n'est pas le Lualaba de 2015, n'est pas le Lualaba de 2016, moins encore le Lualaba de 2018. Je pense que dès mon retour, je m'organiserai avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec Monsieur le Directeur de cabinet, pour que vous veniez, avec les ministres des infrastructures, pour que vous veniez au Lualaba, palper du doigt ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, pour vous répondre de manière assez concrète, oui, il y a des infrastructures qui ont vu le jour au Lualaba.
les infrastructures administratives, les routes ont vu le jour au Lualaba. Aujourd'hui, les chefs-lieux de la province du Lualaba, la ville de Kolwezi, est pratiquement asphaltée aujourd'hui. Parce que vous savez que le Lualaba, c'est une province minière et qui est donc une ville, Kolwezi, le Lualaba est une province poussiéreuse à cause du fait que c'est une province extrêmement minière. Et donc, pour lutter, entre autres, contre cette réalité poussiéreuse de la ville de Kolwezi, de la province du Lualaba, ainsi éviter certains effets nocifs par rapport à la population. Donc il fallait asphalter, créer des espaces verts pour justement ne pas marcher sur l'environnement totalement. Les routes ont vu le jour à Kolwezi et les routes sont en train de voir le jour à l'intérieur de la province. Nous avons au niveau des bâtiments administratifs, nous avons aujourd'hui, si pas les bâtiments, les plus beaux bâtiments de la République, mais en tout cas parmi les rares bâtiments les plus beaux de la République au Lualaba, notamment les bâtiments du gouvernorat du Lualaba, qui est un bâtiment inauguré il y a encore quelques jours, qui abrite aujourd'hui les gouvernements provinciaux du Lualaba, avec les bureaux du gouverneur et vice-gouverneur, qui est un bâtiment extrêmement moderne. Il y a les bâtiments en construction du président de la République, l'occasion d'informer à l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la province du Lualaba, il existera un bâtiment moderne du président de la République où il aura d'une part son bureau de travail, où il peut recevoir n'importe quel président du monde. Au-delà du bâtiment du président de la République, vous avez le bâtiment qui abritera la Banque centrale du Congo au Lualaba, et ces bâtiments est également en pleine construction. C'est l'impulsion du gouvernement provincial. Au-delà de ces bâtiments de la Banque centrale que vos téléspectateurs auront le plaisir de voir dans vos différents numéros de cette émission, il y a également les bâtiments qui va abriter l'Assemblée provinciale de la province du Lualaba, qui va incessamment être inaugurée. Il y a eu la réhabilitation, la modernisation de l'hôpital général du Lualaba, notamment l'hôpital Mwangeji, qui a été totalement réhabilité, modernisé et équipé avec les matériels des dernières générations, notamment des scanners, l'imagerie médicale. Ça a été fait par le gouvernement provincial. Il y a une école historique de la province du Lualaba, à l'époque le Grand Katanga, qu'on appelait le collège royal de Kolwezi, aujourd'hui qu'on appelle le collège Ewabora, qui a été totalement modernisé. Il y a même des bâtiments à l'intérieur de l'école qui ont été construits et d'autres anciens bâtiments qui existaient qui ont été réhabilités, modernisés par le gouvernement provincial du Lualaba. Il y a des écoles qui ont vu le jour à Sandoa, à Kassaji, à Dilolo. Aujourd'hui, le Lualaba se veut une province pilote. Le Lualaba est une province pilote. Vous savez, le Lualaba est une des nouvelles provinces venues du démembrement. Et donc, à voir ce que a été fait de 2015 à aujourd'hui, nous pouvons donc dire que le Lualaba est parti pour être réellement, dans les faits, une province pilote. Maintenant, il faut être modeste et humble pour reconnaître que les défis restent encore énormes. Les défis restent encore énormes, mais ce qui est en train d'être fait laisse entrevoir l'espoir que d'ici la fin de ce quinquennat, le Lualaba sera vraiment mis sous orbite, de sorte à ce que nous puissions être réellement une province pilote de la République démocratique du Congo. La route qui a été lancée se trouve dans la commune de Fungurume, à Fungurume même, une route d'importance capitale pour ces contrées-là. C'est la route de Sandolo qui a été lancée, dont les travaux ont été lancés. C'est une coopération ou sinon un partenariat entre le gouvernement provincial et l'entreprise minière Tenke Fungurume pour justement essayer de soulager tant soit peu les populations de cette contrée, parce que comme je le disais tantôt, c'est une route d'importance capitale pour les coins ou sinon la contrée de Fungurume. Et nous saluons ici ces partenariats Tenke Fungurume et gouvernement provincial. Nous saluons l'esprit managérial
du gouvernement provincial, avec à sa tête Richard Mouyej, qui, comme je le disais tantôt, n'aménage aucun effort pour vraiment rencontrer les désidératas de la population de cette province-là. Ben, je pense que toute proportion gardée, le président de la République est le mieux placé à savoir l'utilité, l'importance, la nécessité de tel ou tel autre déplacement. Aujourd'hui, qu'il prenne la résolution de faire des tournées ou sinon de voyager tel qu'il est en train de le faire, je pense que le bon sens voudrait qu'il se déplace lorsqu'il y a nécessité, l'intérêt de la République démocratique du Congo à travers ces voyages. Donc pour moi, je foi au président de la République que les voyages qu'il est en train d'entreprendre sont dans l'intérêt ultime de la République démocratique du Congo. Le message que je peux lancer ici, premièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est que nous avons suivi depuis son accession à la magistrature suprême jusqu'aujourd'hui qu'il est volontariste, qu'il est engagé, mais il faudrait que cela ne s'arrête pas à être des volontés exprimées, mais que cela aille vraiment dans le sens de rencontrer les besoins de la population. Il y a aujourd'hui les sauts de moutons à travers la ville-province de Kinshasa. Nous souhaitons que cela ne reste pas des chantiers éternels, mais il faut que ça prenne bien fin un jour et que les usagers de la route ou sinon de la ville province de Kinshasa puissent effectivement s'en réjouir. Au gouvernement de la République, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nous le félicitons pour en tout cas les mesures qu'il est en train de mettre en place, notamment la lutte contre la corruption, le fait d'avoir fait signer les membres de son gouvernement certains actes d'engagement à l'éthique, à la bonne moralité, à la lutte contre la corruption. Nous encourageons cela parce que vous savez que dans notre pays, si nous avons pris du temps à pouvoir décoller, c'est la corruption. Donc combattre la corruption aussi bien au niveau du Premier ministre que du Président de la République est une très bonne chose et cela devrait se répercuter notamment dans nos provinces. Et c'est là que je salue exactement la clairvoyance du gouverneur Richard Mouyej qui lui a commencé dans sa province, dans les lois là-bas, à combattre la corruption depuis un certain moment, depuis disons son accession à la direction de la province depuis 2015. Et le message à lui lancer au gouverneur Mouyej, c'est de dire, c'est de continuer sur l'élan qu'il a commencé, c'est de continuer à humaniser son pouvoir, c'est de continuer à être à l'écoute de sa population, c'est de continuer à ne pas se regarder soi-même, mais regarder plutôt sa population et de rester ces citoyens, ces jeunes garçons qu'on a connus à la Katouba, qui est resté soi-même, sobre, simple, à l'écoute de tous et de chacun, pas seulement de l'Oualabé, parce que Richard Mouyej, c'est un monsieur qui est ouvert à l'univers, qui est ouvert au monde, et pour cela, nous saluons ce niveau de responsabilité, ce niveau de conscience. Nous avons senti l'impact de ces programmes. Le gouverneur Mouyej, avec son gouvernement, ils n'ont pas eu le temps de dormir sur l'air laurier. Ils ont effectivement travaillé dans le cadre de ces programmes de 100 jours. Il y a des routes, notamment les quartiers de Lungu, qui est en train d'être aujourd'hui asphalté. Il y a la route qui vous mène vers les cimetières, l'ancien cimetière Sapin, qui est en train d'être asphalté. Effectivement, nous avons senti ces programmes et à travers ces programmes, nous avons vu le gouverneur Mouyej faire venir des médecins de France, de Paris notamment, pour pouvoir non seulement faire le transfert des connaissances dans la prise en charge de la maladie diabétique, mais une grande campagne de dépistage sur cette maladie a été lancée au Lualaba. Et donc, les médicaments, la prise en charge a été tout de suite suivie après ces dépistages. Et cela était bel et bien dans le cadre du programme des 100 jours sur le volet santé. Je pense que l'essentiel a été plus ou moins dit. C'est vrai que nous n'avions pas eu beaucoup de temps, mais prochainement, probablement avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, quand vous serez au Lualaba, nous pourrons nous étendre, cette fois-là, aussi bien sur terrain
que sur votre plateau. Il ne me reste plus qu'à vous remercier au nom de la province du Lualaba, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Je vous remercie pour votre invitation, tout en souhaitant de vous rencontrer très très bientôt au Lualaba et à Kolwezi, chef-lieu de la province.